Et mes 6 premières années et mes 2 premiers stages, j'ai eu de très mauvaises expériences collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment apprécié les relations avec les RH, voire même jamais très bien compris. Et j'ai entendu que les startups essayaient de bousculer un peu les codes RH. Donc ça m'intéresse, si la boîte se développe et qu'on est assez pour qu'il y ait besoin d'un DRH, de devenir DRH. Ça s'est fait presque aussi simplement que ça. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence ? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous ? Nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Pierre Monclos, DRH et expert Digital Learning chez YouKnow. Avec Pierre, on revient sur la genèse de YouKnow, une startup qui a bâti son succès en prenant les meilleures pratiques des MOOC pour créer une pédagogie active et attractive. Et ça marche, avec 93% de complétion en moyenne sur leur parcours. Les SPOC de YouKnow affichent clairement de belles performances. Pierre nous partage donc les piliers de la pédagogie YouKnow et les apprentissages du terrain qui ont permis d'enrichir l'expérience des apprenants au fur et à mesure des années. Pierre évoque également le succès du MOOC Digital RH qui a été un véritable game changer chez YouKnow pour acculturer les RH aux transformations digitales dans les années 2015. Il se trouve que c'est un MOOC que j'avais eu l'occasion de suivre et qui est vraiment excellent, que je recommande. La formation professionnelle est dans une phase d'évolution notable et avec Pierre, on en a parlé et Pierre identifie 5 tendances structurelles qui, selon lui, modifient en profondeur les pratiques et le métier. Dans ces 5 tendances, il y a bien évidemment l'entreprise apprenante. Sujet que Pierre appréhende sous l'angle très intéressant de la culture d'entreprise, avec 3 piliers majeurs que je vous recommande d'écouter avec la plus grande attention. Cet épisode est très riche, avec des concepts, des pratiques et des exemples qui devraient pouvoir vous inspirer pour enrichir et diversifier vos pratiques. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Cyril. Pierre, ça me fait très plaisir de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante. On va échanger ensemble et on va parler ensemble de pédagogie, de digital learning et de ta vision finalement de la formation professionnelle et des organisations apprenantes. Pour démarrer, Pierre, je vais te demander de te présenter et de me citer les événements clés qui t'ont permis de devenir DRH chez YouKnow. Alors, moi, je m'appelle Pierre Monclos, j'ai 36 ans et à l'origine, j'ai un parcours juridique. J'ai fait une fac de droit. Je me suis spécialisé en droit du travail. Après, j'ai travaillé 6 ans dans un organisme de formation en tant que consultant. Donc, je travaillais avec des DRH, des avocats et des magistrats pour créer des formations sur l'actualité des RH et du droit du travail. Et puis, ça fera peut-être le lien avec ta question, les événements clés qui m'ont amené à devenir DRH chez YouKnow. Au moment où les MOOC arrivaient en France, ces fameuses formations massives, ouvertes à tous et gratuites, je tournais un peu en rond dans mon poste où l'organisme de formation dans lequel j'étais était assez traditionnel. Donc, je me suis dit, je vais changer, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Sans trop savoir l'expliquer, un des trucs qui me motive, c'est de sauter dans l'inconnu, c'est-à-dire vraiment d'aller dans un endroit où je me sens pas à l'aise, parce qu'en général, c'est là qu'on apprend très très vite ou qu'on se dit c'est pas fait pour moi. Et j'ai fait ça dans le monde des startups que je ne connaissais pas du tout. Et quand je suis arrivé donc chez YouKnow, c'était au tout début, j'ai dit aux 2 fondateurs, moi, ça m'intéresse de travailler chez YouKnow pour développer l'activité formation professionnelle, puisque c'est ce monde que je connais là. Mais j'ai jamais été RH et j'ai toujours baigné dans le monde des RH. Et mes 6 premières années et mes 2 premiers stages, j'ai eu de très mauvaises expériences collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment apprécié les relations avec les RH, voire même jamais très bien compris. Et j'ai entendu que les startups essayaient de bousculer un peu les codes RH. Donc ça m'intéresse, si la boîte se développe et qu'on est assez pour qu'il y ait besoin d'un DRH, de devenir DRH. Ça s'est fait presque aussi simplement que ça.
Ah super, ouais c'est une histoire finalement assez singulière de se dire c'est parce que j'ai eu une expérience qui est finalement pas très positive, assez négative et que j'ai une vision un peu négative des RH que j'ai envie de moi d'en faire en tout cas et de prendre un costume beaucoup plus positif. Trop bien, trop bien. Et donc est-ce que maintenant tu peux nous parler de Youno, de finalement de sa genèse? Je pense que c'est intéressant parce que il me semble que tu es le premier collaborateur de Youno avec les cofondateurs jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire une rapide synthèse de l'évolution? Ouais, Youno, à l'origine, s'est créé quand les MOOC sont arrivés en France. Le premier MOOC français, il a été créé par Youno. C'était Rémi Bachelet, un professeur de Centrale Lille, qui a dit, moi, je fais un cours de gestion de projet. Tout le monde a besoin d'apprendre la gestion de projet. Et on va transformer ce cours en ligne pour le rendre gratuit et accessible à tout le monde. Et donc, il a monté ce MOOC avec Yannick et Jérémy, les deux fondateurs de Youno. Et très rapidement, ils se sont aperçus que les gens qui suivaient les formations en ligne gratuites n'étaient pas la cible de base, à savoir les demandeurs d'emploi et les étudiants, mais des salariés en poste qui faisaient ça sur leur temps de travail. Et donc ils se sont dit, il y a quelque chose à faire pour la formation professionnelle. En plus, les MOOC, c'est peut-être un effet de mode. Il y a un virage à prendre sur s'inspirer des nouveautés des MOOC pour ne pas recopier l'e-learning traditionnel qui n'a pas très bien marché dans l'entreprise, et donc proposer une nouvelle expérience de formation en ligne pour développer des compétences, et notamment les compétences humaines, les soft skills. Alors, gestion de projet, c'est une compétence pas forcément humaine, mais transversale. Elle ne dépend pas du métier qu'on exerce, mais elle a un point commun avec les soft skills, la gestion du stress, la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle. Ce sont que des compétences qui concernent tout le monde, en fait. Aujourd'hui, peu importe dans l'entreprise dans laquelle on travaille, on en a besoin. Et on va profiter d'une nouvelle expérience de formation en ligne pour aider les collaborateurs à développer ces compétences, puisque l'avantage quand on est en ligne, c'est qu'on peut étaler l'apprentissage. Et la spécificité de ces compétences transversales, c'est qu'on peut pas, en 2 jours consécutifs, tout apprendre, et puis après on retourne dans l'entreprise, et ça y est, on sait gérer un projet, on sait gérer son stress. Ça demande du temps, et en ligne, c'est facile d'étaler l'apprentissage dans le temps. Donc ça, c'est ça qui fait qu'on s'est lancé sur la partie formation professionnelle il y a 6 ans maintenant. Au début, avec 6 formations. Et puis, c'était difficile, parce qu'au début, la formation en ligne avait une mauvaise image. L'e-learning traditionnel, avait tué dans l'œuf le potentiel de la formation en ligne, parce que c'était des slides, c'était des voies de synthèse. Il n'y avait pas d'humain dans la formation en ligne. Et petit à petit, ça a pris au fur et à mesure dans les entreprises. Donc Youno a grossi, on a recruté du monde, on a fait des levées de fonds relativement modestes, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas. Et là, en 2021, on est 45 collaborateurs, on a 50 formations au catalogue. Avec la crise sanitaire de 2020, notre activité qui se portait déjà bien a explosé. Donc on travaille avec aujourd'hui 400 entreprises. On a aussi des formations qui sont éligibles au CPF, donc on forme depuis 2 ans des particuliers demandeurs d'emploi, pas uniquement des salariés. Et on forme aussi des salariés de petites entreprises depuis l'an dernier, où avant elles étaient très portées sur le présentiel. Et depuis l'an dernier, beaucoup, alors par la contrainte, mais ça les a amenés à découvrir la formation en ligne, se sont tournés vers les nouveaux dispositifs de formation à distance. Ok, ouais, super. Ouais, alors il y a plein de choses que je ne savais pas. Pourtant, je vous connais depuis un certain temps. Et alors, d'une part, je ne savais pas que vous avez démarré avec le fameux, et j'ai envie de dire le fabuleux MOOC de Rémi Bachelet sur gestion de projet, qui, il me semble, selon les chiffres, a été suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes, in fine, sur la partie grand public, parce que je sais que c'est un MOOC qui a aussi beaucoup été développé pour, on va dire, pour le particulier. Donc vous l'avez aussi adapté pour le modèle de l'entreprise. Donc ok, donc ça c'est effectivement une histoire assez géniale. C'est vrai que l'histoire de ce MOOC en elle-même est assez géniale. Et donc si je reprends tes propos, aujourd'hui Youno est un organisme de formation qui fait des formations que j'ai envie de dire sur étagère, mais peut-être que tu vas nous préciser les choses. En tout cas, des formations sur lesquelles vous avez produit du contenu en digital learning que vous proposez à 400 et à beaucoup plus d'entreprises sur le marché. J'aimerais qu'on rentre maintenant dans le cœur de votre expertise chez Youno. Est-ce que tu peux nous parler de cette pédagogie Youno que vous avez mis en œuvre au fur et à mesure et qui vous ont permis finalement de passer de ce premier MOOC et jusqu'à des SPOC aujourd'hui sur 50 thématiques, ou en tout cas sur 50 sujets différents? Ouais, alors nos principes pédagogiques, on les a pas inventés ni réinventés. On s'est inspiré de
deux choses qui marchaient bien. Ce qui marchait bien en présentiel, dans une formation présentielle, ce qui marche bien, c'est que on est dans un groupe, on n'est pas tout seul, on est accompagné par un expert formateur et on met en pratique ce qu'on apprend. Ça, à distance, c'était un petit peu plus difficile et au début, l'e-learning ne traitait pas ça. C'est-à-dire que même dans une entreprise, 1000 personnes pouvaient suivre la même formation en même temps, sans échanger entre elles, sans être accompagnées par quelqu'un et sans faire de la mise en pratique immédiate, que ce soit en situation de travail ou pas. Et quand on a vu le succès qu'ont fait les MOOC, avant même celui de gestion de projet, qui est, moi quand je l'ai suivi, c'est comme ça que j'ai découvert Youno, je me suis dit mais c'est génial d'avoir accès à ça. Ce qui a fait le succès des MOOC, c'était le fait qu'on ait accès à un expert peu importe où on était sur la planète, on a accès à des centaines, voire des milliers de personnes qui peuvent corriger nos activités pratiques, nous faire des feedbacks. Et il y a plein d'activités qu'on peut faire selon le contexte dans lequel on apprend. Et ben ça, c'est les trois piliers de la pédagogie depuis le début. Alors, on les a renforcés, on a ajouté des choses, mais c'est l'ADN de nos formations. Plutôt que de réinventer, on a pris en fait ce qui marchait. Et donc aujourd'hui, les formations qu'on propose, c'est non négociable. C'est-à-dire quand on nous demande autre chose, on dit il faut aller voir d'autres organismes, chacun son métier. Nous, on est là pour faire développer des compétences. Et pour que les personnes développent des compétences, il faut qu'elles soient accompagnées à titre individuel et collectif. Donc, il faut qu'il y ait des temps d'accompagnement individuel pour corriger les exercices, pour faire des feedbacks, si on veut aller plus loin, pour faire du coaching, etc. Il faut qu'il y ait de la mise en pratique. Et la mise en pratique à distance, c'est pas des quiz. Les quiz, c'est pour valider, voire conforter des connaissances. Les vraies mises en pratique, c'est des mises en situation qu'on fait pendant des classes virtuelles. C'est des activités pratiques qu'on fait sur notre plateforme de formation. Et surtout, on essaye d'augmenter au maximum cette part-là, c'est la mise en pratique qu'on va faire aux apprenants dans leur situation de travail. Pour tous ceux qui sont en poste, on va leur dire que ça soit de la gestion du stress, de la prise de parole en public, ou du management à distance, peu importe le sujet, vous avez forcément plein d'occasions de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre, et c'est ça qui vous permettra de développer des compétences. Parce que quand vous allez mettre en pratique, il va se passer en général, souvent il se passe la même chose, c'est j'ai mis en pratique, ça s'est pas passé comme prévu, et comme on avait dit dans la formation, et donc du coup il faut que je revienne dans la formation, poser des questions, demander des feedbacks, remettre en pratique et faire cette petite navette entre essayer de fusionner le monde du travail et le monde de la formation. Et le dernier élément, c'est la collaboration. La collaboration, elle sert deux choses dans la pédagogie. Elle sert le plaisir. Quand on apprend en groupe, on prend plus de plaisir et c'est le booster le plus efficace pour être engagé dans une formation. Et elle sert ce qu'on appelle, ça s'appelle le social learning, c'est le fait d'apprendre de ses pairs. Souvent, ces pairs n'ont pas le jargon de l'expert, donc c'est bien d'avoir des personnes qui sont dans la même situation que nous, mais aussi et surtout de consolider ce qu'on est en train d'apprendre en essayant de le transmettre aux autres. C'est-à-dire à peine on vient de découvrir un concept, on l'a mis en pratique en entreprise, on va essayer d'expliquer aux autres, et ça, c'est le plus puissant des moteurs d'apprentissage, c'est de transmettre soi-même, même si on n'est pas un expert, c'est pas grave. Donc c'est ça les trois piliers. Donc pour la formule Youno, on crée un parcours qu'on étale sur 4 semaines où il va y avoir des ressources, des activités, des lieux d'interaction, des temps en direct dans des classes virtuelles et des temps asynchrones. Et alors je sais pas, ça fait peut-être un peu prétentieux. Moi, je trouve le mot alchimie approprié. Après, ça fait 7 ans qu'on fait ça, donc on est devenu expert, mais il y en a qui connaissent ces sujets bien mieux que nous. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Mais en fait, cette alchimie où on va mélanger ces 3 principes pédagogiques pour créer une promotion qui, pendant 4 semaines, va apprendre, mettre en pratique, échanger avec les autres, bénéficier d'accompagnement. C'était ça notre cap. Et aujourd'hui, ça commence à faire maintenant un moment, on pense qu'on l'a atteint puisqu'on a des taux de complétion, donc le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout de la formation, qui sont ultra élevés. L'e-learning, c'était 10% en moyenne dans les entreprises. Donc combien de personnes finissent une formation par rapport au nombre de personnes qui l'ont commencé? Et avec ces formats-là, mais on n'est pas les seuls à avoir ces taux, donc je pense que c'est objectivement quelque chose qui marche. Nous, depuis 2020, on est à 93%. Ouais. On pourra jamais éviter 100% à distance, mais ça veut bien dire quelque chose. Et les personnes reviennent en formation, donc c'est nos indicateurs clés pour se dire le dispositif, il est efficace et il a permis d'atteindre les objectifs que veulent chercher les apprenants. Ouais, non, c'est effectivement assez impressionnant quand tu sais que
effectivement, quand on revient dans les années 2000 au e-learning, où on sait que ça a été très compliqué d'embarquer les gens parce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'était finalement assez statique et déshumanisé. Au MOOC, qui était une formidable opportunité d'apprendre et d'accéder au savoir, mais sur lequel il fallait souvent compter sur une motivation très forte de l'apprenant, même si déjà on avait déjà un côté social ultra intéressant. Ouais. Effectivement, vous apportez un petit peu plus, vous allez enchérir des choses sur les MOOC avec aussi des notions de pédagogie active, comme tu en as parlé, de transmission, hein, qui permettent effectivement à un moment donné peut-être de mieux capitaliser sur les savoirs. Donc ça, c'est effectivement super intéressant et impressionnant. Et c'est vrai que ça montre que quand on parle finalement de digital learning tel que toi tu en parles et tel que vous le faites, voilà, c'est beaucoup plus large que la définition même du digital learning, ce que vous faites. En tout cas, c'est ma vision. Donc effectivement, aujourd'hui vous avez ces 3 piliers, vous les maîtrisez, vous progressez encore. Mais quels sont, depuis que vous avez démarré, les plus grands apprentissages que tu as vus, que vous avez pu avoir finalement dans la mise en place de cette pédagogie? C'est quoi que vous avez appris le plus, des événements et des expériences qui vous ont marqué, qui vous ont fait peut-être évoluer sur quelques éléments de votre pédagogie? Alors il y en a eu pas mal, parce qu'on partait presque de zéro, c'est-à-dire qu'on avait des expériences très diverses dans la formation, mais pas encore vraiment dans la pédagogie. Et donc quand tu crées une entreprise et que tu déploies une nouvelle modalité dans des entreprises qui sont assez exigeantes, tu es confronté très rapidement à ce qui marche pas bien. Il n'y a pas de pitié pour ce qui marche pas, mais c'est normal, tu vois, c'est le marché. Et donc tu as des apprentissages qui peuvent paraître modestes, mais qui pour nous ont été grands. Donc je peux commencer par cela. Là, pour moi, le premier qui m'a le plus surpris et qui est encore d'actualité aujourd'hui, mais ça fait 6 ans que c'est toujours la même chose, c'est la force de l'humain dans la formation à distance. Mais au-delà des mots, c'est concrètement quand on appelle les participants, parce que quelqu'un est en retard ou on voit par rapport au résultat de ses activités que peut-être il va décrocher ou pas réussir la formation. L'une des manières de gérer ça, nous, c'est qu'on a une équipe d'animation qui appelle cette personne. Et régulièrement chez Youno, tous les ans, on fait une session où n'importe qui chez Youno va appeler les participants pour leur demander comment ça se passe dans leur formation. Et je pense que dans 80-90% des cas, les gens sont surpris et ravis d'avoir quelqu'un qui les appelle, ou déjà ils ont un formateur en ligne qui les a accompagnés, ils ont échangé avec d'autres personnes, et en plus ils ont quelqu'un, en fait, au bout du fil. Et souvent ils nous disent, mais je savais pas qu'il y avait quelqu'un derrière. Pour moi, les learning, c'est quelque chose qui est automatisé, qui est dans le cloud, que je maîtrise pas totalement, c'est quelque chose de très digital. Et en fait, non, il y a des humains derrière. Et cette surprise, pour nous, c'est un apprentissage, c'est de se dire, ça nous a forcé à nous rappeler à quel point le lien humain, il est important, même quand c'est pas pour aller répondre à des questions de fond, parce que quand moi j'appelle un participant, je sais pas toujours répondre à ces questions, ça c'est le rôle du formateur expert, mais juste lui demander, comment ça se passe, est-ce que tu arrives à gérer ton temps de formation alors que tu dois aussi gérer ta charge de travail, est-ce que tu progresses sur la plateforme, est-ce que tu rencontres des difficultés, juste ça a une force incroyable. Donc on a créé une équipe dédiée à ces appels participants, parce qu'on a vu que sans ça, on perdait une dimension de notre formation, enfin on passait à côté de quelque chose. Ok, et alors juste je rebondis sur ça parce que effectivement c'est assez, en fait c'est une histoire de considération, c'est-à-dire que vous considérez l'apprenant, en tout cas l'apprenant surtout se sent considéré dans son apprentissage et se dit tiens, au-delà effectivement de la partie totalement technique de l'apprentissage et de la formation, il y a des gens qui sont derrière, qui sont là aussi pour me motiver, parce que comme tu l'as dit, l'apprenant c'est avant tout un collaborateur qui est dans son job, qui parfois a des journées chargées, des semaines chargées, qui peut parfois un petit peu décrocher ou perdre le fil ou perdre de vue, et le fait peut-être d'avoir ce petit lien humain, ces petites 5 minutes ou ces petits quarts d'heure où je peux me remettre, ça me redonne de la motivation à la manière d'un coach qui vous dit t'en es où, qu'est-ce que tu veux faire, ah oui c'est vrai on pourrait faire ça, et ça redonne un petit peu de la motivation. Donc je trouve ça ultra intéressant, et j'ai effectivement vu d'autres exemples de ce style qui montrent ce que tu décris. Et le deuxième grand apprentissage, là aussi en fait ça peut paraître une évidence quand on le dit, mais c'est très facile d'en sous-estimer la puissance, c'est l'apport de faire mettre en pratique en situation de travail.
Au début, on proposait plein de mises en pratique et souvent c'est des situations fictives. Pourquoi ? On s'est inspiré de ce qui se fait en présentiel. Quand on est réuni en présentiel, on fait des ateliers, chacun se met en scène, les autres commandent, font des feedbacks et c'est une très bonne manière d'apprendre. Sauf que là, vu qu'on est à distance, les gens ils travaillent depuis leur poste de travail et ils ont du temps vu que la formation elle est étalée sur plusieurs semaines. Donc en plus de l'opportunité géographique de le faire s'ils sont dans leur bureau, ils ont le temps de tester plein de choses en situation de travail. Et donc quand on a vu la puissance que ça avait, les rares fois où on le faisait, parce qu'au début c'était pas une partie majoritaire de la mise en pratique, on s'est dit en fait il faut qu'on mise au maximum là-dessus et qu'on ne propose de la mise en situation fictive qui était majoritaire au début que de manière exceptionnelle pour les personnes qui n'ont pas de situation de travail, parce que ce sont des demandeurs d'emploi, des étudiants, peu importe, ou qui sont pas à l'aise pour le faire. Parce que vu qu'on est sur des sujets comme la gestion du stress, le management, entretien d'évaluation, parfois il y en a qui nous disent moi je me sens pas encore prêt, donc j'ai besoin d'un environnement, un bac à sable. Donc là on va créer des situations fictives et le faire dans des classes virtuelles avec d'autres apprenants. Et sinon tout le reste on peut le faire et ça nous a appris à penser ça, même pour des compétences pour lesquelles c'est pas intuitif. Mon exemple préféré, c'est parler en public. Au début, on nous disait, mais comment vous voulez apprendre à parler en public dans une formation à distance où il n'y a pas de public ? Et on a dit, il y a déjà la mise en pratique où tu peux te filmer autant de fois que tu veux avant d'aller poster ta vidéo sur la plateforme pour avoir des feedbacks. Mais ensuite, tu vas pouvoir le faire en live pendant les classes virtuelles. Et surtout, tu pourras faire des prises de parole réelles. Donc, tu fais une conférence, un webinaire, une réunion avec un client. Juste, tu prends la parole en réunion avec 3 collègues et tu peux demander à quelqu'un de te filmer. Et en plus, vu que depuis 2 ans, il y a beaucoup de travail à distance, tu as juste à enregistrer ton écran quand tu fais cette prise de parole et tu reviens avec ce matériau dans la formation. Et donc là, nous, ce que ça a changé dans notre regard sur la formation, c'est tout ce qu'on peut faire en situation de travail. On va profiter du fait qu'on est à distance pour le faire et c'est ça qui va mieux aider les personnes à développer des compétences dans la durée plutôt que de rester sur des aspects un peu théoriques ou même dans des mises en situation, on se dit en entreprise, ça devrait marcher pareil. Non, en fait, quand on est dans la réalité et qu'il y a le stress qui intervient, que ce soit pour parler en public ou autre, ça se passe jamais comme on l'imagine, et donc il fallait qu'on casse cette barrière-là. Ok, donc ce que je sens, perçois derrière ce que tu dis, c'est que ce que ça apporte à l'apprenant, c'est le fait que d'une part, il peut bénéficier de feedback puisque il a fait sa situation, il a fait par exemple sa prise de parole dans une réunion, il peut avoir du feedback de la part de ses collègues et aussi de la part des autres apprenants lors de la formation. Et puis faire preuve aussi de réflexivité finalement vis-à-vis de sa prestation. Il peut aussi lui-même s'analyser un peu comme, j'aime bien prendre souvent cet exemple, un peu comme un joueur de foot, un Kylian Mbappé qui analyse son match et se dire ouais là effectivement j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être dans une posture, j'aurais pu peut-être élever la voix, changer mon ton. Donc ça c'est assez intéressant et on voit que c'est des éléments pédagogiques qui fonctionnent très très bien et qui ont des très très bons qui génèrent vraiment des vrais apprentissages. Et ça donne du sens en plus. Ouais, clairement et ça permet effectivement d'apprendre également à plusieurs et de se motiver parce que montre-moi le tien, je te montrerai le mien et derrière on va pouvoir s'apprendre mutuellement. Donc ça c'est effectivement super intéressant. Vous avez fait donc tu nous as dit aujourd'hui vous avez une 50aine de projets pédagogiques, en tout cas de formation que vous proposez aux entreprises. Quel est le projet pédagogique dont tu es le plus fier et surtout pourquoi ? Je pense que c'est la formation Digital RH. Ça a changé la vie de l'entreprise et un peu ma vie aussi. Digital RH, c'est une formation qu'on a lancée en 2015. Puisqu'en fait l'entreprise était jeune et les services RH et formation, chaque fois qu'on allait les voir, ils nous regardaient un peu comme des ovnis. On était une start-up, on travaillait dans un environnement ultra digitalisé et en 2015, dans beaucoup d'entreprises, c'était encore peu le cas. Je pense pas que ce soit une généralité de dire ça. Chaque fois qu'on y allait, il fallait qu'on explique déjà ce qu'étaient les MOOC, pour après dire nous on fait une version privatisée des MOOC adaptée pour la formation professionnelle. Et beaucoup nous disaient mais nous tous les collaborateurs n'ont pas forcément un email, n'ont pas forcément un poste de travail, ne savent pas utiliser un ordinateur pour se former en autonomie. Alors, on avait plein d'éléments qui, sans dire qu'on était plus en avance ou quoi que ce soit, mais il y avait un décalage culturel qui était fort. La culture digitale manquait. Et nous, la moyenne d'âge à l'époque, c'était 27 ou 28 ans. Aujourd'hui, elle est de 30 ans. Elle n'a pas beaucoup changé. Donc, ça crée un décalage culturel. Et dans une conférence où il y avait des startups qui présentaient ce qu'elles faisaient,
j'étais moi dans le public, je regardais l'un des fondateurs présenter et tous les RH autour de moi disaient mais c'est génial, en fait ces opportunités ont l'air géniales, mais j'ai du mal à voir comment les intégrer dans l'entreprise, j'ai besoin d'en savoir plus. Et à la fin, je suis allé voir le fondateur et on avait eu la même idée en même temps. On s'est dit, il faut qu'on crée un MOOC pour expliquer aux fonctions RH comment leur métier se digitalise. Même si nous, on n'a pas une expérience RH, on a l'air d'avoir des éléments qui les inspirent tellement fortement qu'on peut faire quelque chose. Donc, on a créé cette formation en faisant appel à plein de startups pour leur dire, venez expliquer votre vision du métier, comment ils se digitalisent et donner un exemple de produit. Et les retours qu'on a eus, en fait, beaucoup de gens nous disaient, mais vous m'ouvrez les yeux sur un nouveau monde que je ne connaissais pas, qui est l'évolution de mon métier. Et en fait, c'était très surprenant. On disait, mais nous, le projet était très modeste à la base. On a eu 9000 inscrits sur la première session. On en a joué après tous les 6 mois. On a été vite dépassé par le succès de ça. Et donc, c'est ça le projet, je pense, dont je suis plus fier parce qu'on a eu un impact. Beaucoup de gens sont venus nous dire, mais merci parce que vous m'avez aidé à changer d'état d'esprit et à progresser. On les a pas, sur le coup, aidés à développer une compétence précise, mais on a aidé à changer leur regard et c'était pas très compliqué pour nous. Et donc là, moi, je me suis dit, waouh, mais on tient quelque chose c'est encore difficile à palper, mais qui va créer de la valeur et qui aura de l'impact sur les gens. Nous, notre mission chez Youno, c'est de rendre la formation plus accessible, plus efficace et plus attractive. Et là, on touchait déjà à l'efficacité puisqu'on avait un réel impact durable dans la vie des gens, alors que c'était qu'une formation d'acculturation. On n'était même pas dans le développement des compétences. Je pense que c'est ça, moi, sera mon meilleur souvenir chez Youno. Ouais, et je l'ai suivi. Pour info, je l'ai suivi. Alors, tu vois, moi, je venais pas de la RH, je venais digital. Donc effectivement, moi, je l'ai pris dans l'autre prisme. J'avais besoin à l'époque, parce que je crois que je l'ai fait en 2016 ou en 2017, j'avais besoin, à titre perso, plutôt de progresser sur la sphère RH. Et effectivement, je m'étais régalé, autant sur, effectivement, la partie pédagogique que dans les interactions, les échanges qu'il y avait déjà sur la plateforme. Et je me souviens d'ailleurs qu'on était plusieurs, chez nous à le faire en même temps et tu vois, et on parlait tout à l'heure des dynamiques collaboratives et on avait même créé une dynamique collaborative à 3 ou 4 en interne en se disant t'en es où, ah ouais, sur cette activité, t'as vu ce qui lit et tout. Donc ça, c'est effectivement super intéressant. Et comme tu dis, ce phénomène d'acculturation, qui évolue selon les sujets, mais qui est toujours présent. Il était et il demeure aussi quand même assez important. Donc ok, merci pour ce partage. Je voudrais maintenant qu'on rentre sur un peu on va dire les métiers de la formation et globalement la sphère et l'écosystème de la formation professionnelle. Toi, donc, tu es un observateur éclairé de ce monde-là. Vous avez 400 clients, donc je suppose que tu parles avec ces gens-là et que tu vois un petit peu les évolutions. Quelles sont les évolutions que tu vois toi à l'œuvre dans la formation professionnelle et ce qui te paraît être des tendances et des éléments forts là des éléments forts sur les 2 dernières années. Alors bien sûr, il y a eu la crise Covid qui a fait bouger les choses, mais qu'est-ce que tu vois comme tendance un peu structurelle? Alors les tendances structurelles, j'en vois 5, et alors on enregistre ce podcast, c'est juste après la 2e édition du printemps de la formation de Youno, où justement on est allé explorer ça en faisant appel à plein d'experts. Donc j'ai mis à jour moi-même mes connaissances là-dessus, parce que pour pouvoir dire ça c'est une tendance durable, il faut quand même avoir beaucoup de chiffres et de retours clients et de retours d'experts pour pas trop se tromper, parce que je pense que même qu'en se disant ça, peut-être je fais des erreurs. C'est le jeu, c'est dur de prédire l'avenir, mais les tendances qui semblent structurelles, comme tu dis, sur la formation, sur les modalités de formation. Alors là, c'est assez clair, c'est que le distanciel, il a pris une place. On reviendra pas en arrière, mais même si sa place devient durable, il n'a pas remplacé le présentiel. Le présentiel, il est perçu comme certes contraignant dans certaines situations, mais important, et donc ça a changé l'équilibre. Il y a beaucoup de responsables formation, c'est très dur d'avoir un chiffre objectif, mais qui disent demain, on aura en majorité du blended learning, donc des dispositifs qui mélangent présentiel et distanciel, et après, on aura autant que de 100% distanciel que de 100% présentiel. Et dans ce cadre-là, notre principal enjeu, nous, responsables formation, c'est d'embarquer tous les salariés vers ces nouveaux dispositifs de formation. Parce qu'avant, ils connaissaient que le présentiel et il y avait une modalité, c'était simple. Maintenant qu'on est à distance ou en blended, en plus, il y a plein de modalités différentes. Première tendance structurelle, donc le changement d'équilibre des modalités et l'enjeu d'embarquer les populations vers ces dispositifs.
Deuxième tendance structurelle qui a démarré avant le Covid et qui a explosé aussi avec la crise du Covid, c'est la montée en puissance de ces fameuses soft skills, donc les compétences humaines, comme la gestion du stress, la collaboration, parler en public, etc., qui ont pris une place énorme dans les plans de formation. Nous, dans le dernier baromètre qu'on a fait l'an dernier auprès de 600 fonctions RH et formation, c'était 31 ou 33%. Disons, un tiers des formations dans les plans de formation étaient des formations sur les soft skills. Alors que si on remonte 10 ans en arrière, le développement personnel, c'était plus des formations cadeaux, quand il restait des queues de budget, que des formations stratégiques pour les entreprises, sauf quelques entreprises pionnières. Donc, deuxième tendance structurelle, on met le paquet aussi sur les compétences humaines en complément des compétences techniques. On ne mise plus que sur les compétences techniques dont la durée de vie s'amoindrit au fur et à mesure des années et des évolutions. Troisième tendance structurelle, c'est le retour de l'entreprise apprenante. Donc on en parlera probablement après, mais ce concept qui vise à faire de l'entreprise une organisation dans laquelle on n'apprend pas juste des formations très traditionnelles, mais aussi de toutes ces situations de travail et d'échange avec les pairs, c'est redevenu une stratégie des entreprises depuis l'an dernier parce qu'elles ont été privées de la possibilité de faire la formation comme elles le faisaient avant. Donc elles ont dû se tourner vers ce qui est un peu plus informel. Quatrième tendance, là c'est sur les neurosciences. Alors là c'est un peu plus dur de prédire si ça va être durable ou pas, mais disons que l'intérêt des fonctions formation et même plus globalement de la communauté formation pour les neurosciences, il est croissant. C'est pas juste parce que le sujet est passionnant. Quand on demande pourquoi, c'est parce que vu qu'il y a beaucoup plus de dispositifs de formation, il y a ce fameux enjeu d'engager les collaborateurs à démarrer et à terminer les formations. Et ce serait bête de passer à côté des neurosciences qui juste tirent parti des mécanismes du cerveau, qui suscitent la motivation, la mémoire, l'efficacité quand on se forme, etc. Et puis la dernière tendance, c'est celle dans le domaine des financements de la formation, qui là il y a un changement d'équilibre avec l'arrivée du CPF dans les stratégies d'entreprise, alors qu'à la base c'est un droit qu'on a en tant que citoyen, et une réingénierie financière. Tellement les financements de la formation ont été bousculés, ne ressemblent plus à, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, et encore pire, il y a 10 ans, où il y avait beaucoup de formations qui étaient financées par des fonds publics. Aujourd'hui, c'est très, très différent. Et donc, dans la formation, on ne peut plus faire sans les financements, mais on ne peut pas compter sur beaucoup de financements. C'est comme ça que je le résumerai. Oui, c'est clair. Effectivement, c'est un vrai changement pour les services formation. La loi Avenir Professionnel qui a fait grandement évoluer les choses sur le financement de la formation. Et donc, on voit que ça y est, les entreprises s'emparent du CPF pour faire du CPF co-construit, pour aller co-construire avec leurs collaborateurs des parcours de formation et des plans de développement de compétences. Donc, et je sais que sur le sujet, vous êtes bien sourcé, que vous accompagnez pas mal le marché avec pas mal de pédagogie et je renvoie d'ailleurs au podcast de Stéphane Diebold, Formal Learning, qui a reçu Johan Vidalenk de chez vous, de Youno, qui est un spécialiste du sujet. Et donc voilà, j'envoie les auditeurs à aller écouter ce podcast que j'ai déjà écouté. Il se trouve que Stéphane Diebold, je l'ai interviewé, le podcast sort aujourd'hui. Donc voilà, la boucle est bouclée sur le sujet. Trop bien. Bon, merci pour ces éléments. Effectivement, je renvoie à ceux qui n'ont pas pu le suivre. Il peut y avoir des replays et puis dans tous les cas, il y a de l'info sur le web, sur les réseaux sociaux, sur le printemps de la formation. Et voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion d'y participer et on a beaucoup appris. Merci pour ça. Donc on va maintenant arriver sur une des tendances qu'on va creuser en quelques minutes. C'est le sujet des organisations apprenantes. On est dans le podcast de l'entreprise apprenante. Donc, et là, je vais te demander de remettre un peu ta casquette de DRH sur Youno, déjà pour nous dire, toi, et vous chez Youno, comment vous apprenez collectivement? Alors, de pas mal de manières, notamment depuis 3 ans où, quand on a vu que l'entreprise commençait à grossir vite, on a fait face à un défi auquel font face beaucoup de jeunes entreprises en forte croissance et qui est pas simple à adresser, c'est de dire, si l'entreprise grossit vite, les métiers vont évoluer vite, les compétences aussi, et donc il faut que l'équipe apprenne plus vite qu'une moyenne d'équipe d'entreprise si on veut arriver à fidéliser cette équipe et à réussir les défis qu'on aura.
Donc Yannick, le CEO, il m'a dit l'une de tes missions en tant que DRH, Pierre, ce sera de faire de Youno une organisation apprenante. On l'est peut-être sur certains aspects, auquel cas on le sait pas vraiment. Donc il faut qu'on réalise ce qu'on fait et ensuite il faut qu'on décuple ce potentiel par tous les moyens possibles. Et donc comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui collectivement chez Youno? À mon sens, la première chose qui fait qu'on apprend collectivement, c'est qu'on a développé une culture de l'écrit et du partage qui s'applique à tout et qui est liée à une culture de la transparence. Je m'explique. Chez Youno, c'est dans notre culture d'entreprise à la base, on a une forte culture de la transparence. Tout ce qui n'a pas de sens à être confidentiel, donc quelques sujets RH et peut-être quelques sujets financiers, mais c'est très rare, doivent être publics par défaut. Et à chaque fois qu'on va faire quelque chose, faire une réunion, prendre une décision, terminer un projet, rencontrer un client, on fera un compte-rendu qu'on formalisera par écrit pour le rendre accessible à tout le monde. Alors ça veut pas dire qu'à chaque fois on l'envoie à toute l'entreprise, sinon on se noierait dans l'information, mais tout le monde a accès à tout via quelques outils. On n'a pas pour autant 1000 outils, on a Tetra qui nous permet d'archiver l'information et Slack qui est notre outil de travail au quotidien où on va publier ses comptes rendus ou mettre des liens vers les Tetra. Et juste avec ça, on apprend à travailler. Moi, c'est comme ça que j'ai repensé ma propre manière de travailler et on apprend de tout. Parce que dans Slack, on a des remontées automatiques de tous les participants et des clients qui nous font des feedbacks. Dans Slack, n'importe qui peut commenter n'importe quelle décision ou compte rendu de réunion vu que c'est partagé. Donc, sans que ce soit du feedback très structuré, sans cesse on est exposé au retour d'autres personnes. Donc, ça nous fait grandir. Et après, il y a des choses qu'on va un peu mieux formaliser pour apprendre avant d'aller sur les actions très formelles de formation. Nous, on a mis sous forme de rituels où on a créé différents types de rituels où l'équipe se réunit pour des moments de partage où on va s'apprendre les uns les autres. Ça, ce sont les principaux éléments qui nous permettent d'apprendre collectivement chez nous. Ok, ouais, donc ça c'est super, c'est effectivement super intéressant comment vous utilisez notamment le pouvoir de l'écrit parce que on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que moi je suis assez partisan de ça. Le pouvoir, l'écrit permet finalement de poser sur un papier des idées ou en tout cas même de faire une synthèse de ce qu'on s'est dit. Et entre ce qu'on s'est dit et ce qu'on écrit, parfois il y a déjà quelques différences parce qu'il y a des perceptions et le fait de l'écrire et de le partager permet de bien valider ce qu'on s'est dit. En fait, quand on le dit comme ça paraît tout bête, mais c'est super important parce que rien n'est plus finalement frustrant que de quitter une réunion en se disant on est tous d'accord et que de revenir à la suivante en se disant mais finalement qu'est-ce qu'on s'est dit, est-ce que vous êtes sûr? Donc je comprends tout à fait et c'est vraiment finalement une culture activable parce que vous avez en plus la transparence qui vous donne encore plus d'éléments et de motivation à partager. Mais c'est vrai que cette culture de l'écrit, je pense que c'est super intéressant pour pouvoir partager et pour pouvoir apprendre. Pour continuer sur ce sujet plus général de l'entreprise apprenante, je sais que toi t'appréhendes beaucoup ce sujet sous le format de la culture d'entreprise et je souscris fortement parce que je sais que les boîtes qui ont une culture qui a un terreau favorable à l'apprentissage, elles sont globalement meilleures que les autres. Qu'est-ce qui fait une entreprise apprenante selon toi? C'est quoi le terreau culturel qu'il faut aller amener pour qu'on puisse mettre en place les bonnes dynamiques d'une entreprise apprenante? Tu le dis bien, il faut une culture et la difficulté, c'est que ça se décrète pas. On peut pas dire ça y est, on est une culture apprenante ou on a une culture de la transparence. Il faut que ça vienne du collectif et que ça soit entretenu dans la durée. Sinon, ça fait pas partie de la culture. Sinon, c'est en parallèle de la culture d'entreprise et c'est pas durable. Pour moi, il y a trois piliers culturels. Alors, en fait, il y en a sûrement plus, mais disons que les principaux de mon point de vue. Le premier, c'est la culture de l'expérimentation et du risque. Donc, comment est-ce que dans une entreprise quel est le rapport de l'entreprise à l'expérimentation et au risque? Est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qu'on veut faire? Et si oui, à quelle échelle? L'une des meilleures histoires pour illustrer ça, parce que c'est un concept peut-être un peu long à expliquer, où je saurais pas moi très bien le résumer, c'est l'histoire à l'époque de l'URSS contre les États-Unis pour la conquête spatiale. Il y avait aussi une bataille médiatique et qui traduisait leur culture de l'expérimentation et du risque pour innover.
Et il y avait un enjeu tout bête, c'est à l'époque comment est-ce qu'on prend des notes dans l'espace, parce que quand il y a plus de gravité, les stylos bic ils marchent pas, l'encre et même les stylos plumes, vu qu'il y a pas de gravité, l'encre n'adhère pas assez bien ou ne sort pas du stylo, n'adhère pas bien au papier. Et donc il y a un type de culture qui était celle des États-Unis. Ils ont mis 20 millions de dollars, ou je me rappelle plus, mais c'était un budget drastique. Et ils ont en quelques mois inventé un stylo à billes et à encre qui écrit dans l'espace. Ça, c'est un premier type de culture où certaines entreprises vont mettre le paquet pour dire on finance l'innovation, on va mettre beaucoup d'énergie dessus et on veut quelque chose qui brille et qui soit quasi impossible à faire et nous on a réussi. Ou il y a la culture beaucoup plus frugale qui était celle de l'URSS où eux, ils ont très vite communiqué d'ailleurs pour dire nous on va pas mettre de budget là-dessus, on va dire aux personnes qui vont dans l'espace d'utiliser des crayons à papier, comme ça on gaspille pas notre budget sur quelque chose qui serait inutile et on va mettre notre innovation pour aller sur la Lune les premiers plutôt que de perdre du temps sur un stylo. Et je pense que ça, c'est l'une des manières d'illustrer quelle est la culture qu'on veut d'expérimentation et du risque. Est-ce qu'on met beaucoup d'argent, de moyens, de temps et qu'on veut des innovations symboliques? Ou est-ce qu'on a une culture de l'expérimentation et le risque qui soit plus frugale pour que ça ait un impact direct et un sens? Il n'y a pas une bien ou une moins bien. Là, évidemment, on se dit ils sont peut-être un peu bêtes les États-Unis d'avoir mis autant d'argent, mais en fait, les deux peuvent servir l'innovation et l'apprentissage. Mais dans une culture, il faut choisir son camp. Donc, est-ce qu'on tend plus vers les États-Unis ou l'URSS? Le deuxième pilier, c'est la culture du partage. Quelles sont les règles de travail dans l'entreprise en termes de partage de l'information, des décisions, des réunions, de tous les sujets dont on a parlé juste avant, et jusqu'où on va. Pour savoir jusqu'où on va, nous, typiquement chez Youno, on va jusqu'à se dire, vu qu'on est très transparent, qu'on partage tout, on se contente même du fait que parfois, ça puisse juste satisfaire la curiosité des gens. Parce que quand on parle de culture du partage, il y a des boîtes qui n'ont pas totalement cette culture et qui disent « Ah oui, mais parfois, ça leur servira à rien d'avoir accès à cette information. Juste, s'ils sont curieux, ils seront contents d'avoir l'information. » Et moi, je dis « Mais c'est très bien, parce que du coup, ça entretient la curiosité et c'est la culture du partage à son apogée, puisque on va pas se soucier de l'impact de chaque information partagée et n'importe qui pourra avoir accès à n'importe quoi, même pour entretenir sa curiosité. Moi, je trouve que ça, c'est la meilleure culture du partage possible, mais elle fonctionne pas dans toutes les entreprises. Et enfin, le dernier pilier, c'est la culture de l'évaluation. Quelle est la place que donne l'entreprise à l'évaluation qu'on peut se faire les uns des autres? Parce que il faut savoir qu'on est très mauvais pour s'auto-évaluer. Souvent, les gens se surestiment ou se sous-estiment. En général, les gens qui sont bons se sous-estiment parce qu'ils voient encore tout ce qu'il leur reste à apprendre, vu qu'ils commencent à maîtriser le sujet. Et les gens qui commencent à être bons sur un sujet se surestiment parce qu'ils ne voient pas tout ce qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et donc, pour aider l'individu à mieux s'auto-évaluer et donc à progresser, parce qu'on est le but, c'est d'avoir une culture d'organisation apprenante. Comment l'entreprise répond à ça? Et là, ce sont des sous-piliers culturels. Quelle est la culture du feedback? Est-ce qu'on se fait des feedbacks entre pairs de manière horizontale? Est-ce qu'on prend les feedbacks des clients, des partenaires, des utilisateurs? Comment on s'évalue les uns les autres de manière plus ou moins structurée? Et est-ce que c'est encouragé et reconnu par l'entreprise? Ok, et c'est super intéressant effectivement, et merci du niveau de détail que tu peux apporter sur chacun des piliers. Est-ce que toi, dans les entreprises que tu côtoies, dans vos clients, sur un pilier, tu as une ou deux entreprises sur lesquelles tu as vu ces dynamiques à l'œuvre et tu te dis tiens, c'est intéressant de partager leur expérience, et toi en tant que spectateur averti sur ce sujet, tu te dis tiens, eux ils ont fait ça et ça fonctionne plutôt bien. Alors sur des exemples très concrets, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis allé regarder, j'étais pas un expert d'organisation apprenante, donc je suis allé regarder ce qui se faisait pour voir ce qu'on pouvait développer chez nous. Les exemples les plus inspirants pour moi sont le premier, c'est la place que prend le mentoring, l'apprentissage entre pairs et le co-développement dans les entreprises. Donc, comment les entreprises structurent ça pour se dire, en fait, on va créer des programmes pour qu'il y ait des mentors et qu'il y ait des apprentissages entre pairs ou qu'il y ait des sessions de co-développement. On n'a pas besoin d'un organisme externe ou alors parfois pour faciliter juste les choses, mais on va catalyser la manière dont les personnes peuvent s'entraider et s'apprendre à apprendre les unes les autres. Ça, pour moi, c'est peut-être l'exemple qui a le plus de pouvoir, mais ça demande du temps.
Et donc, s'il y a une entreprise qui en est au tout début et qui veut faire des choses peut-être plus simples, je préconiserais plutôt des rituels. Nous, la première chose qu'on a déployée, c'était plutôt des rituels pour se dire, on va créer des temps qui sont encouragés par l'entreprise pour qu'on s'apprenne les uns les autres, soit pour qu'on partage des morceaux concrets de notre quotidien. Voilà comment je fais mon métier, comment j'atteins tel objectif, comment j'apprends au quotidien. Soit pour présenter un sujet et ensuite avoir des sessions de questions-réponses avec d'autres personnes. Soit des formats où on va faire intervenir quelqu'un d'externe sur des sujets très courts, mais toujours de manière très interactive. Et ça, l'important, c'est que ça soit régulier, ouvert à tous et facultatif, parce que c'est ça qui fait que les gens vont y aller non pas en se disant c'est obligatoire, mais en se disant j'ai quelque chose à apprendre ou à partager. Et c'est ça qui crée à terme une culture, parce que ils vont y aller régulièrement et ça va devenir une habitude. Si on réussit ça, on est dans le chemin de la culture de l'organisation apprenante. Si on le réussit, mais en ayant forcé les choses, le risque c'est que ça soit pas durable. On est dans le process et pas dans la culture. C'est la différence entre le process et la culture. En tout cas, c'est comme ça que moi je les mets des fois face à face en se disant voilà, soit on fait un process, c'est parce qu'en fait culturellement on n'est pas assez bon pour pouvoir le faire naturellement, quoi. Donc ok. Trop bien. Et j'ai une dernière question qui était plus personnelle pour finir l'épisode. Toi, Pierre, comment tu progresses au quotidien et comment tu apprends? Alors moi, les 3 choses que je fais encore aujourd'hui, mais qui ont changé ma vie professionnelle, que j'ai découvert chez Youno. Avant, je faisais pas. La première, c'est d'échanger avec mes pairs. Alors j'ai monté un club RH, mais j'en ai rejoint d'autres. Juste d'avoir des pairs qui vivent dans des entreprises qui ressemblent à peu près à la nôtre. Faut pas que ce soit des clones, mais donc des DRH d'entreprises en forte croissance qui sont confrontés aux mêmes problématiques que moi et qui ont des solutions qui sont transposables dans mon entreprise. J'ai le temps que j'ai gagné, ça fait 3 ans que j'ai monté ce club et que j'en ai rejoint d'autres, il est inimaginable. Aucune formation traditionnelle n'aurait pu m'apprendre autant que ce que j'ai appris juste de pairs qui ont les mêmes problématiques que moi. La deuxième chose qui est un peu plus dure à faire, il faut prendre l'habitude, c'est de demander des feedbacks. Donc par exemple, en tant que manager, régulièrement, je demande moi je t'ai fait pas mal de feedback, j'aimerais que tu m'en fasses sur la manière dont je me comporte en tant que manager, ma posture et ces éléments. Au début, quand on n'a pas l'habitude, et moi c'était le cas, c'est pas facile parce qu'on entend des choses qui bousculent. Et en fait, la force de l'habitude fait qu'au bout d'un moment, ça devient un automatisme et là, on en apprend vraiment. Je pense. Et la dernière chose, mais ça c'est peut-être un trait de personnalité, mais comme quand je suis arrivé chez Youno, de sauter dans l'inconnu, de se dire là il y a une zone où on attend de moi quelque chose, c'est dans mon périmètre mais je connais pas du tout. Je tente et j'y vais et on verra ce qui va se passer. Je dis pas que c'est bien forcément de le faire et parfois j'ai rien appris parce que j'ai pas du tout réussi, mais certains de mes plus gros apprentissages, c'est parce que je me suis dit allez je tente et on verra ce qui va se passer que je me suis dit, mais en fait ça j'arrive à le faire ou je vois que je vais pouvoir apprendre à le faire. Et heureusement que j'ai sauté dans l'inconnu et que je me suis pas dit non, il y a des gens meilleurs que moi, il faut qu'ils y aillent. Donc j'ai eu cette chance chez Youno d'avoir l'autorisation de sauter dans l'inconnu sur des missions qui étaient pourtant importantes pour l'équipe. Et parfois je les ai ratées, mais même quand on rate, on apprend quelque chose. L'expérimentation, donc, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, génial. Mais écoute, merci beaucoup. Merci pour ce moment et pour tous ces partages. Je pense que les auditeurs vont avoir pas mal d'éléments assez activables. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup appris. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Cyril. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante. Vous avez aimé cet épisode, et la meilleure façon de nous aider, c'est de le partager autour de vous et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on aime aussi lire vos commentaires, donc n'hésitez pas.